concernant l'évolution des lois en matière de fin de vie depuis quelques années, on peut partir sur les 3 étapes récentes. La dernière du XXe siècle, c'est la loi de 1999 sur les soins palliatifs, que l'on croyait être la loi qui apporterait enfin la solution à ce triptyque infernal qui, depuis des siècles, concernait la fin de vie du point de vue du droit. Quel était ce triangle maudit ou infernal? C'est que le médecin, face au mourant, à celui qui va mourir, avait 3 choix qui étaient tous mauvais. Le premier choix qui était, face à celui qui allait mourir et qui souffrait, d'accélérer le processus. C'est un mauvais choix, c'est le meurtre prohibé, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Deuxième choix possible, puisqu'on ne peut pas tuer, s'acharner, continuer, soigner, opérer celui dont on sait qu'il est condamné. C'est un mauvais choix puisque c'est de l'acharnement thérapeutique qui prendra un nouveau nom, l'obstination déraisonnable. Tuer, c'est un mauvais choix. S'acharner, c'est un mauvais choix. Il restait la possibilité d'abandonner et d'envoyer le mourant mourir sur le parking de l'hôpital ou sur les marches du cabinet médical. Évidemment, mauvais choix. Omission de porter secours à personne en péril. Tuer, s'acharner, abandonner, ça a été pendant des siècles le piège éthique et juridique face auquel le médecin était piégé et était malheureusement confronté. Et puis arrive la loi de 99, les soins palliatifs, la loi qui dit on peut faire autrement, on peut soulager sans tuer, on peut continuer à prendre en charge des pathologies sans ne plus s'acharner sur la pathologie principale, mais traiter le sommeil, l'alimentation, le confort, et accompagner jusqu'au bout celui qui va mourir. Tout le monde, et j'étais le premier parmi d'autres, à penser qu'on avait enfin trouvé une solution. Sauf que eh bien, les épisodes de vie et quelques grandes affaires connues ont montré que tout n'était pas résolu et qu'il restait des cas qui posaient question. Affaire Vincent Imbert, 2002-2003, un jeune homme, 19 ans, pompier, accident de la route, polytraumatisé, définitivement incurable, prisonnier d'un corps qui est complètement saccagé. Le cerveau est intact, mais Vincent Imbert peut s'exprimer grâce à quelques pressions et à quelques mouvements d'œil à l'égard de sa mère, Marie Imbert. Et il va expliquer en termes extrêmement simples et adresser un ouvrage qu'il dicte au président Jacques Chirac, je vous demande le droit de mourir. Réponse de Jacques Chirac, le droit français ne permet pas de tuer, même par amour, même par charité ou par compassion. On va tout faire pour vous aider, pour vous prendre en charge, mais on ne peut pas autoriser quiconque à vous donner la mort. L'affaire fait grand bruit, les médias s'en emparent, la société en parle, et Marie Imbert, après 2 ans de débat, de dialogue avec son fils, eh bien, commet l'irréparable et donne la mort par amour, que certains appelleront euthanasie, à son fils. Et là se pose la question de l'évolution du droit. D'une part, la question d'un éventuel procès. Il n'y aura pas de procès concernant Marie Imbert, pour des raisons juridiques liées à un non-lieu. Et la loi. Et là, le président Jacques Chirac, deuxième étape, après la loi de 99, eh bien, deuxième étape, la loi du 22 avril 2005. Le président Jacques Chirac charge le docteur Leonetti, député du sud de la France, de légiférer. Il faut une loi pour réagir à ce genre de situation, en ayant quand même une limite, loi qui doit faire débattre, qui doit faire avancer, sans aller jusqu'à ce que connaissent les voisins hollandais depuis 2001, l'euthanasie active, ou voisins belges depuis 2002. Et donc la France va se doter de la loi du 22 avril 2005 qui a 2 principaux intérêts, on pourrait en décliner d'autres aspects, mais pour faire synthétique, qui va expliquer que désormais on peut arrêter les soins, soit à la demande du patient, soit quand c'est décidé collégialement, quand ces soins constituent une obstination déraisonnable, lorsqu'ils apparaissent, dit la loi, inutiles, disproportionnés ou n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. C'est quelque chose qui est très important. C'est ce qu'on va appeler le laisser mourir à la française. On va laisser la mort se produire, pas le faire mourir, qui n'est toujours pas dans la loi, mais le laisser mourir. Et puis on crée un mécanisme qui est celui des directives anticipées, qui permet à un individu, tant qu'il est lucide, de s'exprimer sur ce qu'il veut et ne veut pas pour cette période de la fin. 2005, c'est la deuxième étape des lois en France à ce sujet. On pensait que les choses avaient progressé et qu'on avait résolu l'essentiel des situations. Arrive une
une autre affaire, l'affaire Vincent Lambert, jeune infirmier, 35 ans, accident de moto, qui se retrouve plongé au CHU de Reims dans un coma post-relationnel. Et là, on a autour de Vincent Lambert, pardon, le lapsus est révélateur, eh bien, deux camps qui s'opposent, ses parents et un des frères, et puis qui sont pour qu'on continue au maximum à prendre en charge, à soigner, à traiter, autant que faire se peut, le cas de Vincent Lambert, et puis sa femme et les autres frères et sœurs, qui, dès lors que le diagnostic est que c'est incurable, que c'est un coma dont il ne sortira pas, eh bien, qui souhaitent qu'on applique la loi sur l'arrêt des traitements. Il va y avoir plus de 20 procédures juridictionnelles qui vont aller jusqu'au devant la Cour européenne des droits de l'homme, des combats qui sont des combats familiaux, intrafamiliaux, mais aussi médicaux, mais aussi éthiques et politiques. Et au final, eh bien, le législateur et le docteur Leonetti ainsi qu'Alain Claes vont proposer une nouvelle loi, la troisième, la loi Leonetti 2 du 2 février 2016, qui va faire encore un pas de plus vers l'encadrement, d'une part, de la volonté de l'individu et aussi des moyens médicaux pour accompagner toujours se laisser mourir. Juridiquement, l'autonomie, c'est le renforcement des directives anticipées qui sont désormais opposables, sauf si le médecin qui gère la fin de vie considère qu'elles sont manifestement inadaptées. C'est donc désormais le respect de l'autonomie, sauf cas extrême. Et puis, sur le plan médical, c'est surtout la mise en place de la sédation terminale et continue jusqu'au décès, si le patient le souhaite ou si ça apparaît comme étant une fin de vie douloureuse. Est-ce qu'on a résolu toutes les situations? Est-ce que définitivement on a trouvé enfin une issue à ces interrogations aussi bien éthique que médicale et juridique? La preuve que non, c'est que la société continue à débattre et que les deux derniers points qui alimentent le débat, et je ne saurais prévoir l'avenir évidemment, c'est une décision du Conseil constitutionnel du 22 novembre 2022 qui a eu à statuer sur mais le non-respect ou la possibilité de ne pas respecter les directives anticipées, est-ce constitutionnel? Un certain nombre de requérants disaient mais c'est inconstitutionnel puisqu'on ne respecte pas absolument la volonté de l'individu. Le Conseil a considéré que cette loi respectait les critères de constitutionnalité. Il est licite en France qu'un médecin puisse ne pas respecter les directives anticipées. Donc c'est encore une porte ouverte au dialogue, à l'évolution, au progrès. Et puis, évidemment, nous avons depuis 4 jours désormais le début d'une convention citoyenne qui a pour but de permettre à l'ensemble des courants de pensée, à l'ensemble des acteurs de cette question à la fois intime, c'est de la micro-éthique, chacun face à soi et à son issue fatale, mais aussi au niveau sociétal, macro-éthique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce que font les autres et qu'est-ce qu'on veut pouvoir permettre en France dans l'avenir. Est-ce que ça débouchera sur une loi? Probablement. Je rappelle juste pour conclure que si l'éthique dit le souhaitable et le non souhaitable, la loi dit le permis et l'interdit, et lorsqu'une société a décidé de faire évoluer ses valeurs et souhaite permettre de nouveaux comportements, de nouveaux agissements, de nouvelles situations, alors eh bien, à un moment ou à un autre, on passe de l'éthique au droit. Et si cette convention citoyenne aboutit à quelque chose de solide et de consensuel, alors on peut imaginer qu'il y aura une nouvelle étape qui sera forcément celle de la loi.